Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La réforme territoriale va-t-elle se transformer en chemin de croix pour le gouvernement? Les critiques sont de plus en plus nombreuses, y compris au sein de la majorité. Ce soir, nous nous arrêtons sur le rôle des intercommunalités dans ce nouveau redécoupage. Les seuils sociaux freinent-ils le développement des entreprises? François Rebsamen, le ministre du Travail, veut les suspendre à titre expérimental. Une proposition que Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, refuse de soutenir. Débat à suivre dans un instant. Les abeilles de plus en plus menacées par les pratiques agricoles intensives. Le sénateur Europe Écologie Les Verts du Morbihan, Joël Labbé, veut les interdire afin de protéger les pollinisateurs. Il est notre invité ce soir. À la veille des célébrations du débarquement en Normandie, ballet diplomatique aujourd'hui pour François Hollande. Il a accueilli cet après-midi Elisabeth II, la reine d'Angleterre, avant de dîner avec Barack Obama et de souper à l'Elysée avec Vladimir Poutine, dans un climat de guerre froide après l'annexion de la Crimée. Mounir Soussi. Une ambiance de guerre froide plane sur le G7. À Bruxelles, l'absence de la Russie, une première depuis 1997, souligne la tension ambiante depuis le début de la crise ukrainienne. Critiqué par l'Europe et les États-Unis pour son intervention dans ce conflit, Vladimir Poutine lâche ses coups et accuse les États-Unis d'être le pays qui pratique l'ingérence à grande échelle. En ce qui concerne la politique des USA, ce n'est un secret pour personne, c'est ce pays qui mène la politique internationale la plus agressive, la plus dure, dans la défense de la vision qu'ont ses dirigeants de l'intérêt national, et ce depuis de nombreuses années. Sur le sol européen, Barack Obama a réaffirmé sa volonté de soutenir les pays alliés de l'Europe de l'Est et adressé un discours de fermeté vis-à-vis de Moscou. Si les provocations de la Russie se poursuivent, il est clair pour les nations du G7 que nous sommes prêts à imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Au milieu de cette brouille, François Hollande va jouer le rôle d'intermédiaire. La présence des deux chefs d'État sur le sol français à l'occasion de la commémoration du débarquement oblige le président à recevoir ses deux homologues à deux moments différents. Mais demain, au cours des cérémonies, Barack Obama et Vladimir Poutine pourraient bien se croiser sur les plages normandes et observer une trêve dans ce lieu si symbolique. Et on a posé la question aux internautes de notre partenaire, lenouvelobs.com. François Hollande a-t-il raison de recevoir Vladimir Poutine à l'Elysée? Les internautes ont répondu oui à 78%, non 18% sur 329 votants. Et c'est un autre d'idée cette fois pour la BCE, la Banque Centrale Européenne. Sous la houlette de l'Italien Mario Draghi, pour la première fois, elle annonce des taux d'intérêt historiquement bas. Faustine Saint-Geniès. C'est une annonce historique pour l'euro. La Banque Centrale Européenne vient de décider d'abaisser son principal taux directeur à 0,15%, son plus bas niveau depuis la création de la monnaie unique, comme l'a annoncé son président, Mario Draghi. Nous avons décidé de baisser le taux d'intérêt sur les principales opérations de refinancement de la zone euro de 0,10 points à 0,15%. Ce taux d'intérêt influe directement sur les taux pratiqués par les banques dans les différents États membres. Objectif pour la BCE, rendre le coût du crédit le moins cher possible et éviter que la zone euro ne sombre dans une spirale déflationniste. Autre annonce plus surprenante encore, le taux de dépôt des liquidités au guichet de la BCE devient négatif, à moins 0,1% pour la première fois de l'histoire. Concrètement, les banques devront désormais payer si elles placent leur argent pour les inciter à le prêter aux entreprises et aux ménages. Un plan de relance très attendu, salué par François Hollande lors de son discours au G7. Je veux saluer les décisions que la Banque Centrale Européenne a prises aujourd'hui, baissant les taux d'intérêt et améliorant le financement de l'économie. Les marchés financiers ont immédiatement réagi à ces annonces. Le CAC 40 a atteint son plus haut niveau depuis 2008. Manuel Valls envisage de punir le seul fait de vouloir partir combattre à l'étranger. Dans le cadre du projet de loi en préparation pour lutter contre les filières terroristes, le Premier ministre a dit réfléchir à la meilleure manière de compléter l'arsenal pénal face à certains comportements individuels. C'était lors de la séance des questions d'actualité cet après-midi au Sénat. On l'écoute. Il faut réfléchir très intelligemment. Ici, il y a suffisamment de juristes, sénateurs qui connaissent bien ces questions. Comment on peut, en y travaillant notamment avec les juges antiterroristes, mieux prévenir, voire punir le seul fait de vouloir aller combattre à l'étranger, sujet compliqué mais sur lequel il va falloir travailler.
La réforme territoriale, ce sera moins de régions, plus du tout de départements dont leur suppression est annoncée pour 2020, mais plus de pouvoir pour les intercommunalités. Elles vont être amenées à jouer un rôle clé dans ce Big Bang. Les explications de Jérôme Bonnard. Pour simplifier le millefeuille territorial, François Hollande veut renforcer le rôle des régions et des intercommunalités. Ces dernières regrouperont 20 000 habitants dès 2017. Aujourd'hui, 5 000 suffisent. Plus grande en taille et en pouvoir, car à travers ce changement majeur, le président vise la fin des conseils généraux qui pourraient disparaître d'ici 2020. Certaines compétences seraient ainsi transférées aux régions, d'autres aux intercommunalités appelées à devenir la structure clé de l'action sociale de proximité. Pour ce sénateur, c'est la bonne stratégie, à condition de ne rien brusquer. Il faut du temps, il faut y travailler, il faut y réfléchir. Et c'est pourquoi j'ai demandé, et c'est dans les propositions du président de la République, que l'on vote pour des conseillers départementaux en 2015, de manière que jusqu'à 2020 ou 2021, on ait le temps de façonner ces transferts de compétences. Le président Hollande, lui, a déjà prévenu qu'il faut aller vite. La réforme sera présentée au Conseil des ministres le 18 juin prochain, de quoi irriter de nombreux parlementaires. Parce que comment voulez-vous qu'aujourd'hui, dans une structure qui regroupe 10 communes, on puisse commencer à lancer des opérations, des investissements ou des projets, si dans 2 ans, on vous défait complètement. Donc je suis vraiment effaré de ce type de décision dans un délai si court qui balaye le suffrage universel qui vient d'avoir lieu et qui se moque des élus. Le débat parlementaire risque donc d'être animé. Il débutera dès le mois prochain. Adoption au Sénat dans la nuit de mercredi à jeudi en deuxième lecture du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire dont l'ambition est de donner la possibilité au secteur de créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Reportage en Seine-Saint-Denis au sein d'un pôle qui regroupe ces structures associatives, Jérôme Rabier et Quentin Calmy. Créé en 2001, c'est naturellement sur une île de la Seine qu'est venu s'installer le projet phare, une structure reconnue depuis l'an dernier, pôle d'économie sociale et solidaire. C'est un bâtiment qui accueille aujourd'hui 14 structures, que ce soit des associations, des entreprises qui travaillent, qui partagent en tout cas des valeurs écologiques et solidaires et qui travaillent dans différents domaines, insertion, environnement, action auprès de publics défavorisés. En mutualisant locaux et moyens techniques, les associations se développent plus vite. Elles mettent également en place des projets à l'échelle du territoire. Pour la directrice d'une de ces petites associations spécialisée dans les vêtements pour personnes en situation de handicap, il n'y a que des avantages à ce système. Il y a une solidarité assez incroyable, moi je trouve. Et puis ça se traduit très concrètement par des partenariats auprès de potentiels financeurs, auprès des fondations. Donc voilà, ensemble ça fait plus que chacun de son côté, quoi. C'est un peu bête à dire, mais c'est vraiment ça. Formation, insertion professionnelle, projets environnementaux, stagiaires et salariés partagent les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà quelques photos de chantiers d'insertion dans les espaces verts où on voit des salariés mettre en pratique les savoirs qu'ils ont développés, qu'ils sont appelés après à utiliser dans les entreprises des espaces verts ou dans leurs collectivités qui seront leurs futurs employeurs. Le phare espère désormais montrer la voie à d'autres associations qui cherchent à se regrouper. Le Sénat a approuvé les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur l'entreprise individuelle, l'artisanat et le commerce, rendant ainsi définitive l'adoption de ce texte. Il est destiné notamment à favoriser la présence des commerces dans les centres-villes. La disparition des abeilles jugée de plus en plus inquiétante. Un colloque sur les menaces que représentent les pratiques agricoles intensives était organisé aujourd'hui au Sénat. Une proposition de résolution doit être déposée jeudi prochain pour interdire les insecticides néonicotinoïdes considérés comme responsables de la mort des abeilles. Reportage dans les ruches du Jardin du Luxembourg, Pauline Dame. Du miel comme celui-ci, nous en consommons près de 40 000 tonnes par an. Mais difficile aujourd'hui de satisfaire cet appétit. En France, près de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. Sur le banc des accusés, les pesticides agricoles. Voilà, alors ça c'est du miel qui est en cours. Thierry Durosel est président de la Société centrale d'apiculture. Pour lui, le risque vient surtout des néocotinoïdes, ces insecticides employés depuis une vingtaine d'années qui agissent sur le cerveau des abeilles et provoquent leur désorientation.
Comme la graine a été enrobée au départ du produit, ça remonte dans la plante et la fleur est contaminée, donc le nectar et le pollen, mais aussi quelquefois les feuilles transpirent et il y a des gouttes d'eau qui sont aussi contaminées par ces produits. Donc en fait, si vous voulez, les abeilles, elles ramènent à la ruche une quantité de produits toxiques qui peuvent détruire en quelques journées. On trouve quelquefois des tas d'abeilles devant nos ruches. En 2 jours, la ruche peut être détruite. Les agriculteurs, premiers responsables. Pour ce biologiste de l'abeille, les causes sont avant tout plurifactorielles. Alors au niveau mondial, différents facteurs peuvent intervenir. Les produits chimiques, des agents infectieux, l'acarien varroa, des virus, etc. Également de la biodiversité parfois dans les cultures. Mais ce qui est valable au niveau global n'est pas forcément valable au niveau d'une ruche. Une ruche peut ne mourir que d'un seul facteur. En mai dernier, la Commission européenne a restreint l'utilisation de 3 insecticides néocotinoïdes. Une proposition de résolution a été déposée aujourd'hui au Sénat. Elle vise à étendre et renforcer cette interdiction. Les abeilles et insectes pollinisateurs assurent plus d'1 tiers de la production alimentaire mondiale. Et notre invité ce soir, Joël Labbé, bonsoir. Vous êtes sénateur Europe Écologie Les Verts du Morbihan et donc vous êtes à l'origine de cette proposition de résolution qui sera déposée la semaine prochaine avec un autre député de Dordogne. Est-ce que, on vient de le voir, les pesticides sont les seuls responsables du déclin des abeilles ? Non, ce ne sont pas les seuls, c'est comme on dit maintenant multifactoriel, mais par contre les pesticides, insecticides, néonicotinoïdes qui sont des neurotoxiques ont une incidence avérée sur la santé des populations d'abeilles. Où est-ce qu'on les trouve, ces insecticides ? Alors, ces insecticides, eh bien, dans les pratiques de l'agrochimie, sur les grandes cultures. Alors, il y a une part de ces molécules qui a été interdite déjà par l'Union européenne, mais pas toutes et pas sur toutes les plantes. Donc, notre demande en lien avec l'Union nationale des apiculteurs français et en lien aussi avec Germina Alpero, députée de Dordogne, nous avons décidé de déposer une proposition de résolution en même temps à l'Assemblée et au Sénat pour interpeller le gouvernement français et lui demander d'agir auprès de l'Union européenne pour qu'il y ait une interdiction totale tant que les dangers pour la santé humaine, pour la biodiversité, pour les insectes pollinisateurs n'est pas assuré. Et ça, on sait qu'ils ne le pourront pas. Est-ce que la France est une fois de plus en retard par rapport aux autres pays européens sur ces questions d'interdiction de pesticides ? Non, on a été plutôt en avance. Là, donc, dès que Stéphane Le Foll a pris son ministère, il a pris dès le printemps 2012 des décisions assez claires à ce sujet. Maintenant, on sait qu'il y a les limites aussi de l'Europe. Donc, notre point de vue, c'est à la fois d'interpeller nos gouvernements, mais aussi interpeller l'Union européenne. Suite aux dernières élections, aux résultats des dernières élections européennes, on s'est dit, je fais partie de ceux qui se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça, on doit retrouver la confiance de nos populations, on les représente et donc l'action, cette résolution, elle a vocation à essaimer sur les autres pays européens également, avec les communautés scientifiques, les ONG, nos collègues parlementaires, pour que chacun des parlements européens puisse se positionner par rapport à ces pesticides et faire en sorte de faire infléchir l'Union européenne pour aller vers une interdiction totale. Car il faut rappeler bien que l'abeille joue un rôle essentiel aujourd'hui dans l'agriculture par son rôle de pollinisation. En quoi ça consiste ? Eh bien, l'abeille joue un rôle par le fait du butinage, de pollinisation de l'ensemble de la flore, qu'elle soit cultivée ou sauvage, les arbres fruitiers. Donc c'est un rôle inestimable, un service inestimable qui est assuré par l'abeille et cet aspect doit absolument être pris en compte si on ne parlait que d'économie, évidemment, parce que derrière les abeilles, il y a l'ensemble des insectes pollinisateurs et l'ensemble des insectes d'ailleurs et de la biodiversité champêtre. Alors cet après-midi, il y avait un colloque à votre initiative au Sénat. C'est possible de produire autrement, Joël Labbé, aujourd'hui sans pesticides ? Alors justement, donc l'important c'était de mettre l'accent sur ces insecticides, mais aussi démontrer qu'il y a de plus en plus d'exemples qui démontrent qu'il est possible de produire autrement, d'une façon beaucoup plus respectueuse des équilibres. Et justement, donc on travaille en même temps sur la loi d'avenir agricole, loi pour la mise en place de l'agroécologie. Donc nous on assiste. Au Sénat, cette loi.
Elle est passée en première lecture au Sénat et elle va repasser en deuxième lecture à l'Assemblée, puis au Sénat. Donc on est à un moment crucial. Là, véritablement, il y a de bonnes intentions dans la loi d'avenir agricole, mais on doit aller plus loin vers la mise en œuvre d'une véritable agroécologie. Est-ce que vous avez eu des échos auprès du ministère de l'Agriculture sur votre proposition de résolution? Est-ce que vous avez un peu la position du gouvernement? Non, pas encore du ministère de l'Agriculture. On a celle du ministère de l'Écologie qui soutient évidemment ce genre d'initiative. Alors d'autant plus que le gouvernement français n'est pas interpellé directement. On lui demande d'être quelque part notre porte-parole auprès de l'Union européenne. Merci beaucoup Joël Labbé d'avoir été notre invité ce soir. Merci. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Levée de boucliers à gauche, y compris au sein de la majorité, après la proposition du ministre du Travail de suspendre les seuils sociaux dans les entreprises pendant 3 ans. Le franchissement de ces seuils oblige en effet les entreprises à créer un comité d'entreprise ou encore d'avoir des délégués du personnel, ce que le patronat considère comme un frein à l'embauche. Sandra Cerquera. C'est une demande du MEDEF de longue date. Mettre fin aux seuils sociaux des entreprises qui seraient un frein à l'embauche. Une idée reprise par le ministre du Travail qui veut suspendre les seuils sociaux pendant 3 ans pour lutter contre le chômage. Une idée qui ne passe pas au PS. Ce matin, le chef du parti, Jean-Christophe Cambadélis, a affirmé ne pas soutenir cette proposition du ministre. La distance entre le parti et le gouvernement se creuse encore un peu plus. À gauche, les obligations sociales des entreprises ont toujours été âprement défendues. Pour Jean-Luc Carvounas, membre du bureau national du PS, revenir sur des acquis sociaux après 2 débâcles électorales est une aberration. Les Françaises et les Français, dans le désarroi général, dans la crise économique, attendent de l'exécutif, du président de la République et du Premier ministre des réponses pour leur quotidien de vie. Et tout de suite, quand on parle de minima sociaux, de seuils sociaux, on se rend compte qu'on touche à quelque chose d'un peu sacré. En France, des seuils sociaux imposent aux entreprises des systèmes de cotisation proportionnels à leur taille. À partir de 11 salariés, une entreprise doit se doter de délégués du personnel. Au-delà de 50, elle doit disposer d'un comité d'entreprise, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et proposer un plan de sauvegarde de l'emploi en cas de plan de licenciement économique. Quasiment tous les syndicats dénoncent également la suspension des seuils sociaux. Malgré cela, François Rebsamen se dit prêt à tenter l'expérience. Et nous ouvrons le débat sur cette question avec nos invités ce soir. Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis. Avec nous également sur ce plateau, Éric Heyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint au département analyse à l'OFCE. Merci d'être avec nous. Ma première question s'adresse à vous. On voit qu'il y a un peu de cacophonie au sein de la gauche sur cette question. François Rebsamen annonce qu'il est pour. Il est taclé par le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Est-ce que ça veut dire que quand on touche à ces seuils sociaux, c'est vraiment un marqueur de droite ? Oh, ça, je ne suis pas sûr d'être très bien placé pour répondre à cette question, mais je pense plutôt qu'en tant qu'économiste, on pourrait avoir ce même débat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de preuve que... il y a des études économiques qui montrent que ça peut avoir un impact et d'autres études qui sont un peu plus nombreuses d'ailleurs, qui sont celles de l'INSEE, qui montrent que ça aurait très peu d'impact finalement sur le développement de l'entreprise et sur les créations d'emplois. Donc on voit bien que, y compris chez les économistes, il n'y a pas de certitude sur ces effets de seuil et sur le fait que ça pourrait aller mieux, et même des études internationales en Italie par exemple, il y a une étude qui a été publiée l'an dernier qui montre que ça n'a aucun impact. Donc on voit bien que... La législation est la même en Italie oui, il y a les effets de seuil aussi. Alors en économie, on sait que dès qu'on met des seuils, c'est pas bon, donc il faut les lisser, et on voit bien qu'ils sont lissés, parce que ce que dit pas très bien votre reportage, c'est que c'est pas quand vous passez de 9 à 10 que d'un coup vous êtes obligé d'avoir un délégué du personnel. Il faut que pendant 12 mois, vous ayez franchi ce seuil, et y compris pour avoir un haut conseil, pour un certain nombre un siège, pardon. Pour tout cela, il faut avoir passé pendant un certain nombre de mois ce seuil, et donc puisque c'est étalé, les études de l'INSEE de 2010, c'est pas la préhistoire, nous montrent que ça n'a quasiment pas d'impact lorsque si on devait les supprimer. Alors Philippe Dallier, est-ce qu'on est dans une posture idéologique? Alors si ça n'a pas d'impact sur la création d'emplois?
Le problème, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. Et ce que propose François Rebsamen, c'est d'expérimenter. Et je vais d'autant plus soutenir volontiers sa proposition qu'il y a quelques mois, j'avais déposé un amendement allant en ce sens. Je l'avais d'ailleurs retiré en séance, puisqu'effectivement, la ministre qui était au banc nous avait expliqué que le gouvernement réfléchissait à cela. Expérimentons. Effectivement, je peux comprendre qu'il n'y ait pas de certitude absolue sur l'impact en matière de création d'emplois. Mais voilà, pendant 3 ans, faisons en sorte ou de reculer ces seuils ou de les faire sauter temporairement. Au bout de 3 ans, on fait le constat. Soit ça a donné des résultats, il y a de la création d'emplois, c'est donc bien qu'il y a un problème qui se pose. Soit ça n'a pas été le cas et l'affaire est classée. Mais sur la méthode, Philippe Dallier, si on fait cette expérience pendant 3 ans, c'est ce que disent les syndicats, c'est on préempte complètement le dialogue social en fait et les négociations. Écoutez, moi je ne sais pas ce que ça veut dire préempter le dialogue social. Ce que je vois, et il faut regarder un peu ce qui se passe sur le pacte de responsabilité, le dialogue social est complètement embourbé. Le patronat menace de quitter la table des négociations. J'ai vu que les patrons de chambres de commerce et d'industrie veulent faire exactement la même chose. Donc tout ce que je sais, c'est que depuis le 31 décembre, le président de la République a annoncé vouloir changer de politique. On est au début du mois de juin et rien n'est fait et on ne sait pas concrètement ce qui va se passer. Donc on est tous d'accord pour faire le constat que le chômage continue à augmenter, que la courbe ne s'est pas inversée, que la reprise n'est pas là en France alors qu'il semble que ça reparte ailleurs en Europe et dans le monde. Donc qu'est-ce que nous attendons? Qu'on explose les compteurs du chômage et que les Français soient encore plus malheureux de cette situation. Donc expérimentons. Éric Heyer, je vois sourire. Moi, je suis pas contre l'expérimentation, mais il faut le faire puisque les études des économistes aujourd'hui n'arrivent pas à trancher. Faisons cette expérimentation. Bon, pourquoi pas? Mais il faut mettre les moyens. qui est la première concernée, estime qu'effacer ces seuils créera de l'emploi et elle a fait valoir qu'il y a 2,4 fois plus d'entreprises de 49 salariés que d'entreprises de 51, donc qui ont passé le seuil finalement. Oui, mais alors ça justement, les économistes de l'INSEE nous disent que ça dépend quelles données on prend. Si on prend les données fiscales, c'est vrai. Si on prend les données de l'URSSAF, c'est faux. Donc vous voyez que non, mais là-dessus, il faut vraiment être bien plus prudent et tempérer ceux qui pensent que ça va tout changer. Juste un tout petit mot, parce que les chiffres du chômage sont sortis aujourd'hui. Quand même rappeler que en 2008, c'est pas la préhistoire non plus, le taux de chômage était de 6,8%. Et on avait ces effets de seuil, on avait une réglementation qui était identique par rapport à aujourd'hui. Enfin, rien n'a changé. Et au contraire, on a même plutôt flexibilisé avec l'ANI de 2012. Là, aujourd'hui, le chômage est à 9,7. Donc il y a 3 points d'augmentation du chômage, mais qui ne sont pas dus à une législation qui est plus dure, mais plus à une conjoncture qui est à tonnes. Et donc je pense que c'est un effet secondaire aujourd'hui, que la politique du gouvernement devrait être là pour essayer de mettre plus de croissance, et ça passe par des politiques macroéconomiques qui sont bien trop restrictives aujourd'hui, et même pourquoi pas des politiques monétaires qui sont également trop restrictives, plutôt que est-ce que si on changeait un tout petit peu le seuil, ça permettrait de créer énormément d'emplois. Donc je pense que c'est un effet, il faut le tester, mais il ne faut pas non plus attendre une inversion de la courbe du chômage uniquement parce qu'on aura lissé cet effet de seuil. Je crois que personne n'en attend de miracle, on est bien d'accord, mais c'est bien très certainement par une liste de mesures macroéconomiques, mais peut-être aussi microéconomiques qu'on obtiendra des résultats. On fait quand même le constat que la France ne redémarre pas, tout le monde le dit. Alors pourquoi? Quelle est la bonne réponse à cette question? Alors la BCE vient de décider d'abaisser ses taux, très bien, on verra si effectivement l'argent disponible est replacé en direction de l'économie. C'est un argument que vous entendez de la part des chefs d'entreprise, de PME que vous avez pu rencontrer. On n'embauche pas parce que ça coûte trop cher si on a des délégués du personnel, un CHSCT. Ça, c'est quelque chose qu'on entend? Bien évidemment que ça fait partie du raisonnement. Mais il n'y a pas de croissance. Les chefs d'entreprise ont besoin effectivement d'avoir des commandes pour fonctionner, pour embaucher. Ça, c'est un vrai problème. Ils ont un problème de prix parce qu'effectivement, leurs produits ne sont plus assez compétitifs. Et puis, il y a toutes les contraintes réglementaires. On a l'un des codes du travail les plus épais en Europe, très certainement. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il faut passer tout cela par perte et profit et puis faire table rase du passé. Ça n'est pas cela. Mais ce qui est quand même terrible dans ce pays, c'est que à partir du moment où quelque chose a été adopté dans un contexte qui est complètement différent, je ne sais pas de quand ça date, mais probablement un demi-siècle et plus, c'est fini, c'est un dogme, on appelle ça un droit acquis, et puis on n'a plus jamais le droit d'en rediscuter. Alors le gouvernement propose de le faire, écoutez, je le soutiens, ça paraîtra peut-être paradoxal à certains, et Cambadélis, à la tête du PS, qui lui voit les troupes grogner, monte au créneau pour dire il ne faut pas le faire. Écoutez, pour le coup, je soutiens plutôt que le gouvernement que le premier secrétaire du Parti socialiste
socialiste. C'est une mesure osée. C'est Patrick Devedjian qui a dit s'il suspend les seuils sociaux en parlant de François Rebsamen, il fera ce que la droite n'a jamais osé. C'est objectivement courageux. Mais je suis même pas sûr que ce soit vrai, parce qu'en 2008, il y a la loi de modernisation économique, donc 2008 c'était quand même la droite qui était au pouvoir, et qui gelait entre 2008 et 2010 justement un certain nombre de contraintes et de cotisations. Le problème, c'est qu'on a gelé, mais on n'a pas mis en place la façon d'évaluer ce gel. Donc vous voyez, on a mis ça pendant 2 ans, 2008-2010, nous sommes aujourd'hui en 2014, et on n'a pas les résultats de est-ce que ça a fait quelque chose dans les créations d'emplois. Donc vous voyez, c'est bien beau de dire on gèle, mais il faut à tout prix, c'est un problème en France, c'est d'évaluer les politiques économiques. Et là, le problème, c'est qu'on ne met pas les moyens pour évaluer ces politiques économiques, et donc ça va d'une majorité à une autre qui change et qui revient, et donc du coup on ne sait pas si c'est des politiques qui sont efficaces ou pas. Est-ce qu'on a des données statistiques sur le coût de passer un seuil par exemple de 51 personnes, sur la mise en place d'un comité d'entreprise, de délégués du personnel? Est-ce que ça, on connaît un petit peu des données chiffrées sur ce point? Alors il n'y a pas de données strictes parce qu'il y a des effets de contournement de ces seuils. Vous voyez, les entreprises peuvent utiliser des heures supplémentaires pour ne pas passer ces seuils, ils peuvent faire des filiales pour justement ne pas passer ces seuils-là, ils peuvent... il y a un certain nombre de façons de contourner ces seuils, et puisque c'est étalé, vous voyez, il faut qu'il y ait 12 mois consécutifs, donc vous voyez que 12 mois consécutifs sur 3 ans, vous pouvez très bien utiliser des CDD de temps en temps, les annuler, donc c'est très compliqué de savoir et de faire un chiffrage précisément, et surtout il y a beaucoup d'entreprises qui finalement le contournent assez facilement. L'idée, c'est effectivement de sortir de ce contournement et de leur permettre très clairement de passer le seuil pendant une période donnée. Alors moi, effectivement, je n'ai pas non plus de chiffres en tête, mais il est évident que cela coûte. Quand vous avez des délégués du personnel, il y a des heures qu'ils peuvent utiliser, et puis il y a un paquet de taxes qui vont avec au bout d'un certain moment. Donc si vous voulez, il est évident que c'est un frein à l'embauche, et que certains soit contournent le mécanisme, soit ou on contourne avec des heures sup ou des CDD. On ne remet pas en cause l'existence des délégués du personnel. Expérimentons. Dans ce pays, on en parle tout le temps de l'expérimentation, mais pas seulement dans ce domaine. Pour les collectivités locales, on en parle également. Mais à quelle occasion est-ce qu'on le fait véritablement? Alors oui, il faut se donner des outils permettant de mesurer l'impact. Donc expérimentons sur 3 années, parce qu'on ne peut pas faire ça sur 6 mois ou sur 12 mois. Mettons les outils en place. Des entreprises de taille égale, certaines auraient bien des délégués du personnel et d'autres qui bénéficieraient de cette expérience. Il n'y en aurait pas? Peut-être, mais au bout du compte, au bout de 3 ans, on fait le constat, et puis à ce moment-là, s'il faut faire passer les seuils à 60, eh bien on les fait passer à 60. Alors, il y a toujours un seuil, c'est pas non plus très satisfaisant. Mais si à la clé, il n'y avait que 15 000, 20 000, 30 000 emplois, est-ce que ça ne vaut pas le coup dans la situation où nous sommes aujourd'hui? C'est quand même la vraie question qu'il faut se poser. Alors que les syndicats ne soient pas trop arc-boutés sur le non qu'ils expriment aujourd'hui, et que le gouvernement fasse comprendre au Parti socialiste qu'effectivement, il y a le feu à la maison et il faut bouger. Je pense qu'il y a une double question, c'est est-ce qu'on veut supprimer la réglementation ou est-ce qu'on veut lisser ces effets de seuil? Je pense que c'est vraiment 2 questions. Si l'idée c'est de faire sauter la réglementation, là on peut comprendre pourquoi les syndicats sont contre. Personne n'a dit ça. Ah non, mais d'accord. Entendu personne dire cela. Là, aujourd'hui, dire on va geler, c'est pas la même chose qu'on va lisser. Et d'un point de vue économique, il vaudrait mieux essayer de lisser les effets de seuil, c'est-à-dire que progressivement, et pas qu'on passe pas de 100% dès qu'on passe de 9 à 10 salariés, mais que ça soit progressif, soit dans le temps, soit en temps de non-salariés. Ça serait sans doute un peu plus intéressant que d'un coup de dire on va complètement les supprimer, le geler pendant 3 ans et voir ce qui se passe. Donc je pense que... Mais c'est bien plus compliqué d'essayer de lisser, c'est certes, mais c'est peut-être un peu trop simplificateur que de le geler. Philippe Dallier, c'est vrai que ce que disait Éric hier, il y a cette question d'un lissage, le mot de la fin peut-être? Non, je pense que c'est la bonne solution. Ça semble une mesure de bon sens. Testons et puis regardons. Voilà, et que le Parti socialiste sorte de cette position doctrinaire. Moi, je crains que le gouvernement, finalement, n'ait plus de majorité à l'Assemblée nationale, puisqu'on voit que sur des mesures comme celle-là, qui sont emblématiques, mais qui, au bout du compte, ne sont pas trop brutales, ça bloque. Qu'est-ce que ça sera sur le reste? Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée sur Public Sénat.